Bonjour à tous. En France, manger, c'est bien plus qu'une nécessité, c'est un véritable art de vivre. Nous passons en moyenne plus de 2h11 autour d'une table. En Bretagne, cette tradition revêt une dimension particulière car elle représente un pan entier de notre économie. Alors quand successivement, les producteurs de viande, les éleveurs de vaches, les cochonniers et même les bouchers sont pointés du doigt et mis à l'index et discriminés par des associations et des mouvements antispécistes, la filière ne peut que réagir. C'est aujourd'hui, à l'occasion du premier colloque qui s'intitule Les omnivores, qu'un collectif a voulu poser une question simple et sans animosité. 2030, humanité omnivore, point d'interrogation. Je vous propose d'en savoir plus avec Malo Boissel-Dubourg. Bonjour Malo Boissel-Dubourg. Bonjour. Quel a été le postulat de départ de l'organisation de cette journée? Alors, en fait, tout commence par une question qui apparemment est simple. Est-ce qu'on peut aujourd'hui élever et tuer des animaux pour s'en nourrir? Alors, culturellement, c'est quelque chose qui nous semblait relever de l'évidence. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il y a aujourd'hui un courant de pensée animaliste, antispéciste, vegan, parfois radical, qui est animé des convictions exactement contraires. Et donc, ça nous a un peu, je dirais, titillé. On s'est dit, il faut quand même qu'on réponde de façon plus approfondie, qu'on essaye de formaliser notre pensée sur ces questions de société fondamentales. Et pour ce faire, on a créé un groupe, le groupe des omnivores. Alors c'est un collectif, deux collectifs, hein, vous êtes à la tête aujourd'hui vous de Produits en Bretagne, oui. Et forcément ces questions-là ont dû être prégnantes avec les chefs d'entreprise. Vous travaillez beaucoup avec les chefs de l'agro et agri. Oui, d'ailleurs un certain nombre d'entre eux ont été un peu secoués par des attaques parfois très radicales et qui posaient questions, vraiment des questions assez graves d'ailleurs. Et donc ce collectif qui est constitué de Produits en Bretagne, effectivement, d'acteurs importants dans l'agroalimentaire, dans la filière agroalimentaire en Bretagne. Donc vous avez Produits en Bretagne, ABEA, Agriculteurs de Bretagne, la Chambre d'agriculture, Interbev, UGPVB qui sont des filières viande. Tous les grands acteurs tous les grands acteurs et tout ce monde-là s'est dit on va se fédérer et on va essayer ensemble d'apporter des réponses et d'entrer dans le débat public, d'entrer dans la controverse avec une pensée travaillée. Alors une pensée travaillée, puisqu'on va parler en effet de philosophie, on va parler aussi de nutrition, de bien-être animal et même d'anthropologie. Absolument, oui. On va avoir la compagnie de Jean-Pierre Digard, qui est un expert émérite du CNRS sur ces questions et qui nous parlera des rapports de l'homme et de l'animal. Mais on aura aussi d'autres courants de pensée comme Corinne Pelluchon, qui elle est professeure de philosophie à Paris-Est et qui a écrit un manifeste animaliste, donc comme son nom l'indique, qui est d'un courant de pensée qui se réfère plus à l'antispécisme. Mais on aura aussi des nutritionnistes parce que la question santé est centrale. Donc il y aura Philippe Legrand qui nous parlera de ces questions, du régime omnivore en tant que tel. Et puis on aura également un spécialiste de l'INRA de l'élevage au niveau international qui nous parlera de la biodiversité entre végétal et animal et de leurs interactions. Il s'agit de Jean-Louis Perrault. Et au final, pour aborder la question de la bientraitance animale, on aura Jacques Guérin, qui est le président de l'Ordre national des vétérinaires. Alors durant ces 26 minutes, on va les recevoir, bien sûr, toutes ces personnes-là. Quelles sont vos attentes pour cette journée, Malo Boissel-Dubourg? J'aimerais que les gens d'abord repartent avec un certain nombre de réponses sur des choses fondamentales, parce qu'il y a quand même des choses fausses qui se disent aujourd'hui et que le grand public ne doit pas accepter comme telles. Mais j'aimerais aussi qu'ils repartent avec des questions, parce que si on veut entrer dans une controverse, il faut absolument qu'on se donne pour loi de savoir écouter, de savoir aussi être attentif aux idées qui ne sont pas les nôtres pour pouvoir progresser. Parce que le fond de notre démarche, et je crois que c'est vraiment important d'insister là-dessus, c'est une démarche progressiste, humaniste. Vous avez parlé d'écoute, on va justement aller à l'écoute des Bretons qui, eux, commencent aussi à se poser forcément légitimement des questions là-dessus. Très bien, formidable. Je construis mon alimentation d'abord de manière économique en fonction de mes revenus. Donc j'achète si possible des produits bio, mais seulement quand j'ai assez d'argent pour ça. Et pas du tout de viande parce que ça coûte trop cher. Je réfléchis surtout par rapport à la quantité. Car j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants. J'achète de la viande de meilleure qualité et du coup plus chère, mais j'en consomme beaucoup moins. Je regarde plus l'origine. Pour moi, la grosse problématique, c'est l'élevage intensif, c'est-à-dire vraiment beaucoup d'animaux. À grande échelle, non, c'est mauvais pour la planète. Après, si c'est à plus petite échelle ou si c'est réduit, si les gens mangent moins, c'est peut-être meilleur. Local, c'est meilleur aussi. Enfin... On est bien obligé d'avoir des élevages industriels pour nourrir les gens qui sont sur Terre, tant qu'on continuera à manger de la viande. Il y a eu des évolutions sur le bien-être, comme la mise en groupe par exemple. C'est vrai qu'on a été un petit peu réticents. Aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière. Ce sont des
des progrès et on a encore des progrès à faire et moi je suis ouverte au progrès et l'ensemble des éleveurs sont ouverts au progrès. C'est important de voir nos animaux bien élevés, bien soignés, bien... voilà, c'est notre métier, nous éleveurs. C'est notre métier, prendre soin de nos animaux, c'est notre métier. Trop manger la viande, je pense pas que ce soit bon déjà pour la santé. Diminuer, je l'ai déjà fait, mais arrêter, non. C'est difficile de se projeter, c'est malheureux à dire, mais l'avenir, j'y crois, forcément, j'y suis. Ça me touche. Il y en a qui vont aller chercher leur PQ, leur dentifrice dans les grandes surfaces. Par contre, leur vin, leur petit apéro, les petites crevettes, les petits saucissons secs et les brochettes pour le dimanche midi, ils viendront chez nous. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a la clientèle pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne vend pas de PQ, mais on vend de la belle viande. Donc, voilà. 2030, humanité omnivore, point d'interrogation, c'est la thématique du colloque organisé par le collectif Les Omnivores. Et parmi les intervenants, Corinne Pelluchon, philosophe, professeure à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Bonjour Corinne Pelluchon. Bonjour. Ce premier colloque est l'occasion de prendre peut-être justement un peu de hauteur sur les questionnements liés notamment à la place des animaux dans notre société et notre alimentation. Que pensez-vous sur la forme déjà de la démarche ? Bon, elle est très bonne parce que je pense que c'est le moment de poser ces questions qui sollicitent plusieurs disciplines, plusieurs acteurs qui n'ont pas les mêmes points de vue ni les mêmes intérêts et que l'important pourtant c'est d'avancer. C'est d'avancer à la fois pour la cause animale, pour l'écologie, pour la justice sociale et les conditions de travail des personnes. Donc je crois que c'est une très bonne initiative. Comment peut-on expliquer que ce sujet-là soit si clivant aujourd'hui ? Il est clivant parce qu'il y a des intérêts divergents, des conceptions et des horizons différents et des personnes qui pensent qu'en vertu de leur subjectivité, de leur sensibilité, les animaux méritent plus que notre respect, ils ne peuvent pas être exploités, et d'autres qui pensent que l'exploitation animale, l'élevage font partie des traditions, donc on ne va pas les changer. Mais au-delà de cela, je crois que la cause animale a une profondeur et qu'elle émerge aujourd'hui pour des raisons plus fondamentales. Je crois qu'aujourd'hui, les maltraitances animales sont le miroir d'un modèle de développement générateur de contre-productivité sociale, environnementale et fondé sur le profit limité, qui implique la réduction constante des coûts de revient, qui implique qu'on fait fi un petit peu de ce à quoi on croit, de l'importance de la vie animale, de l'existence animale. Et je pense que ça, la cause animale, les personnes en tout cas qui s'engagent en faveur de la cause animale ou qui ne veulent plus consommer n'importe quel produit animalier ou même s'abstenir des produits animaliers, je pense qu'il montre, qu'il dénonce ce modèle de développement et qu'il est temps d'en changer. Et donc, moi, j'essaie d'accompagner ce mouvement pour passer de la dénonciation à une option plus positive, constructive. Alors justement, quelles sont les clés, quels sont les messages que vous essayez de faire passer pour essayer de réconcilier, du moins de faire ensemble que ces deux mondes travaillent en plus étroite collaboration? Le but, je pense que d'abord, il faut dire que quand on passe de l'éthique, où on peut être pur, à la politique, où il s'agit de déterminer des règles pour vivre ensemble alors que nous sommes différents, eh bien, dans une démocratie pluraliste, où personne n'a le droit d'imposer à autrui donc, son style de vie, je crois que vraiment, là, il est temps de mettre en avant les points sur lesquels nous sommes d'accord. Et je crois que malgré nos divergences d'horizon, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est temps d'intégrer, de faire attention davantage au sort des animaux d'élevage, à leurs conditions de vie et de mort, qu'il y ait temps aussi de faire attention aux coûts environnementaux et sanitaires de certaines productions animales, qu'il est temps aussi de faire en sorte que les personnes, même vivant de l'exploitation animale, puissent vivre décemment. Et du coup, ça implique quand même, vous voyez qu'on peut avoir vraiment des pistes au niveau de la redéfinition des aides de la PAC, au niveau de la traçabilité, où il y a un label qui a été créé il n'y a pas longtemps sur le bien-être animal, sur la manière dont les animaux sont élevés et tués, puisqu'avant les labels concernaient seulement le bio, mais pas la condition animale. C'est l'association CIWF qui a travaillé avec Casino, d'ailleurs, qui a accepté cela. Donc, je pense qu'il y a... Et puis, vraiment, les personnes, aujourd'hui, sont plus exigeantes en matière de santé et de traçabilité et de bien-être animal. Et moi, évidemment, je ne peux que le saluer. Comme au début d'un mouvement qui se met en place. Merci Corinne Pelluchon. Il faut retrouver maintenant le curseur, justement, pour essayer de remettre tout le monde autour de la table. Merci, on le voit, le débat est large et la question est bien sûr clivante. Anthropologue, directeur de recherche au CNRS, Jean-Pierre
Digard devait participer au colloque, mais des ennuis de santé l'ont éloigné de Rennes. Il sera malgré tout parmi nous par le biais d'une vidéo, un témoignage qu'il nous laisse. On va l'écouter et il aborde notamment la question de la relation que nous avons, nous, aujourd'hui, avec les animaux, l'animal n'étant pas, selon Jean-Pierre Digard, l'alter ego de l'homme. On l'écoute tout de suite. La question qui m'est posée, à savoir, faudra-t-il un jour arrêter de manger des animaux? Cette question, donc, me semble mal posée. Car, sauf peut-être aux lointaines origines de l'espèce humaine, il y a entre 5 et 7 millions d'années, nous n'avons jamais mangé des animaux, ni même des cadavres d'animaux, mais de la viande, c'est-à-dire certains morceaux de certains animaux préparés d'une manière particulière. Par nature, donc, et par culture, nous sommes des omnivores, mais ni des zoophages et encore moins des sarcophages. La première question qui va m'intéresser, donc, c'est de savoir d'où viennent les idées animalistes. Car toutes les idées ne sortent pas de nulle part. Elles naissent à des moments, à des endroits, à des époques particulières, dans un environnement culturel et intellectuel particulier. Rappelons les chiffres. Véganien, 0,5% de la population française. Végétalien, à peine 1%. Végétarien, un peu plus de 2%. Et consommateur de viande, 97%. Je pense qu'il faut appeler les professionnels des animaux à se défaire de tout complexe ou de toute culpabilité, car ce sont eux qui connaissent les animaux et qui les aiment, et non pas ceux qui s'en prétendent à tort les amis, car les animalistes, eux, non seulement ne connaissent rien aux animaux, mais ils ne les aiment pas plus qu'ils n'aiment les humains. Peter Singer, d'ailleurs, ne s'en cachait pas, pour lui seul le combat moral importait. Si les animalistes connaissaient les animaux et s'ils les aimaient, ils ne réclameraient certainement pas la libération de quelques 25 milliards d'animaux domestiques qui appartiennent à la vingtaine d'espèces que l'homme a domestiquées et qui vivent dans la dépendance de l'homme depuis quelques 10 millénaires. Au lieu de faire profil bas, donc, il faut au contraire, me semble-t-il, hausser le ton et militer contre les animalistes comme eux militent contre les producteurs d'animaux et de produits animaux. Pour cela, inutile de chercher à les convaincre, c'est un combat perdu d'avance. Non, ceux à qui il faut s'adresser, c'est à la majorité écrasante de la population, auprès de qui les agriculteurs, et en particulier les éleveurs, continuent de bénéficier d'un immense capital de sympathie. Il suffit de voir l'affluence et l'intérêt qui est montré par les visiteurs au Salon international de l'agriculture à Paris, fin février, début mars. Il faut s'adresser également aux journalistes sympathisants et honnêtes qu'il faudrait inciter et aider à se constituer en réseau. Il faut s'adresser à tous ces gens sans rien céder de nos positions, mais en les expliquant et en réaffirmant la légitimité de l'homme à utiliser des animaux, y compris pour son plaisir, pourvu qu'il le fasse en respectant les animaux. Or, respecter les animaux, et ce sera ma conclusion, c'est respecter leurs différences. On ne saurait traiter les chevaux, les porcs ou les poules de la même manière, pas plus qu'on ne saurait traiter les chats et les chiens comme des substituts d'enfants ou comme des peluches, sauf à les maltraiter. Bref, le respect des animaux, c'est le spécisme, ça n'est pas l'antispécisme. Et dans ce débat entre spécistes et antispécistes, entre omnivores et véganes, une question se pose finalement, peut-on se passer des animaux? Pour répondre à cette question, je vous propose d'accueillir tout de suite le professeur Philippe Legrand, professeur et directeur du laboratoire Biochimie Nutrition Humaine à l'Agrocampus à l'INRA de Rennes. Professeur Legrand, une seule question en effet qu'on va aborder ici. Peut-on réellement aujourd'hui se passer des aliments animaux? Alors, la réponse est non. Mais doit être un peu affinée, à savoir que les nutriments essentiels qui proviennent du règne animal, en premier lieu la vitamine B12, qui n'a aucun équivalent dans le règne végétal, puis le fer, puis la vitamine A, puis l'iode, le zinc, ont, eux, des présences dans le règne végétal, mais en quantité, en disponibilité insuffisante, ou invitant à manger de telle
quantité de produits végétaux que de toute façon n'arrive pas aux besoins. Donc cette réponse, elle est clairement non. Elle est à décliner s'agissant de l'âge. Un adulte qui fait de l'éviction de produits animaux, pour des raisons de choix personnels, éthiques qui ne me regardent pas et sur lesquels je n'ai aucun avis, prend un risque. Et en règle générale, il lui faut une supplémentation. D'ailleurs, son médecin lui prescrit de la B12, du fer, et puis en vieillissant, on craint que ça ne soit pas l'optimum de santé. Donc c'est une prise de risque qui est relative parce que l'industrie pharmaceutique et donc la science moderne permettent à ce genre d'individus, et nous nous en réjouissons, finalement de complémenter les molécules et minéraux qui lui manquent. S'agissant en revanche des âges tendres, là où c'est encore plus dangereux, c'est-à-dire la croissance du nourrisson sans lait, la croissance avec des produits végétaux exclusifs après le sevrage. Donc là, on est dans l'impossibilité absolue et ça conduit évidemment à des problèmes gravissimes, voire au décès. Donc voilà la réponse un petit peu nuancée, mais je tiens à dire que je réponds en produits animaux et pas forcément en protéines, parce que souvent dans les débats, c'est protéines animales, protéines végétales. Je ne les ai même pas citées dans les principales justifications parce qu'elles arrivent un petit peu plus loin, car effectivement, on peut, à l'âge adulte en tout cas, essayer de jongler avec seulement les protéines végétales. C'est beaucoup plus compliqué, ça n'est pas l'optimum parce qu'il y a quand même des problèmes de déficit, c'est un peu plus acrobatique, mais ça n'est pas le sujet principal. Donc je souhaite que dans les débats de nutrition ou dans les débats éventuellement éthiques, on arrête de dire protéines végétales contre protéines animales, mais ne pas oublier que les produits animaux apportent d'abord des molécules indispensables avant de penser aux protéines, qui reste un sujet sérieux. Il faudrait que ces gens-là qui décident de ces évictions vieillissent un petit peu pour qu'on voit ce qu'il en est. Mais disons, vu ce qu'on sait au caractère historique, et surtout, et ça c'est plus ma spécialité, vu ce qu'on sait sur tout ce qui se passe dans une cellule, priver une cellule de ce dont elle a besoin, il y a de fortes chances que le vieillissement ne se passe pas très très bien. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le médecin prescrit pour compenser justement ça. Mais quand on fait de l'éviction, on pourra remplacer par ce qu'on connaît, mais on ne peut pas remplacer par ce qu'on ne connaît pas. Et nous, en recherche, on découvre toujours des fins réglages en disant tiens, ça sert à ça. Mais comment font ceux qui s'en privent? Donc, on ne peut pas compenser ce qu'on ne connaît pas encore. C'est un simple raisonnement intellectuel, mais de ce fait-là, ça reste une prise de risque. Alors que la recherche de santé par la nutrition devrait encore plus diversifier. Alors peut-être manger moins de protéines animales, c'est possible, mais aller du côté des algues, voire des insectes, pour dire que finalement, pour être sûr de ne manquer de rien, il faut manger de tout. Ça s'appelle de la recherche et quoi qu'il en soit, les hommes sont des omnivores. Merci Philippe Legrand. Et finalement, si un monde sans nourriture animale devenait une réalité, serions-nous en capacité d'alimenter la planète à partir d'une source exclusivement végétale? Pour en parler sur mon plateau, deux personnes. Jean-Louis Perrault, bonjour. Vous êtes directeur de l'INRA et vous militez pour la réhabilitation de l'élevage, notamment au moins continuer à avoir un élevage en tant que tel. Et Jacques Guérin, bonjour Jacques Guérin, vous êtes le président de l'Ordre national des vétérinaires. Merci à vous de votre présence ici. Jean-Louis Perrault, finalement, en quoi un monde sans élevage est un non-sens aujourd'hui? Un monde sans élevage est un non-sens essentiellement parce qu'on ne pourrait pas nourrir 9 milliards d'êtres humains, enfin 7 milliards aujourd'hui, puis 9 milliards demain, s'il n'y avait pas d'animaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que notre régime occidental ce soit partout le même dans le monde, ça n'a pas de tenable non plus. Mais on a besoin d'animaux pour valoriser toutes les biomasses qui sont produites par l'agriculture et que l'homme ne peut pas valoriser lui-même parce qu'elles ne sont pas digestibles. C'est de la cellulose, valorisée par les ruminants. Alors, la contrepartie, c'est un peu de méthane, mais ils font quand même du lait et de la viande à partir d'une ressource qu'on ne peut pas valoriser. Cette ressource, c'est l'herbe, c'est 2/3 de la surface agricole de la planète. Et puis quand on a des végétaux, on ne mange pas tout dans les végétaux. Même dans du blé, on ne mange pas toute la partie du grain, on ne mange pas la paille. Les animaux peuvent valoriser toutes ces biomasses et donc ils sont absolument nécessaires. Après, la question n'est pas est-ce qu'il faut faire avec des animaux ou sans, c'est qu'est-ce qu'il faut comme production animale pour satisfaire ce besoin. Et donc là, clairement, il faut, à l'échelle de la planète, il faut des régimes qui contiennent 20, 30, 40% de protéines animales dans l'ensemble des protéines mangées par l'homme, ce qui permet d'équilibrer d'un point de vue nutritionnel le régime en oligo-éléments, en protéines d'excellente qualité, acides aminés, et de maximiser l'utilisation de la biomasse produite par l'agriculture. Aujourd'hui, on est à des niveaux trop élevés en Europe. Mais à l'échelle de la planète, il faut revenir à des ressources. C'est ça, parce qu'on se dit gros consommateur ou très gros consommateur, mais finalement, quand on se compare, on se rassure, des fois on dit ça. Oui, je ne sais pas s'il faut se rassurer, mais disons qu'il y a deux choses.
à l'échelle de la planète, la consommation doit être égale à la production. Bon, il y a quand même les pertes entre-temps, mais globalement, c'est production égale consommation, ce qui n'est pas vrai dans chaque région du globe. Donc, on peut très bien produire moins en Europe, par exemple, et exporter une petite partie de notre production. En tout cas, si on produit sans dégâts collatéraux sur notre environnement. Et je ne parle pas, parce que ça c'est vrai partout sur le globe, du bien-être des animaux qui doit être absolument une des priorités de l'élevage de demain. On doit reconcevoir des systèmes d'élevage en relation avec le bien-être et la réduction de l'usage des antibiotiques. Réduction d'usage des antibiotiques qui d'ailleurs passe assez bien. Et on a eu des gros efforts de fait, ça va bien mieux que les produits phytosanitaires de ce point de vue-là. On fait la transition est toute faite avec Jacques Guérin, vous êtes le président de l'Ordre national des vétérinaires. Selon vous, une réflexion est nécessaire sur le bien-être animal, mais il est impossible de généraliser, forcément. Il faut peut-être dissocier le bien-être animal, un terme qui est un peu valise pour vous, et bien-traitance. Pouvez-vous nous expliquer, Jacques Guérin ? Alors effectivement, bonjour. Tout d'abord, je crois que vous l'avez dit, le mot bien-être animal aujourd'hui est un peu mis à toutes les sauces, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour moi, il relève d'abord et avant tout d'un savoir des vétérinaires, d'un savoir des professionnels de l'élevage et de la communauté scientifique. Et c'est quelque chose qui est important, qui doit évoluer dans le temps et qui doit de manière continue évoluer pour un progrès pour l'animal. Mais je fais la différence entre bien-être et bien-traitance animale. La bien-traitance, c'est pour moi finalement plutôt l'éthique du comportement de l'homme vis-à-vis de l'animal. En ce qui me concerne, l'éthique du professionnel vétérinaire, professionnel de santé vis-à-vis de l'animal. Et je crois qu'il ne faut pas, opposer les deux. L'un se nourrit de l'autre. La bien-traitance se nourrit du bien-être et inversement. Et quelque part, je dirais que c'est parce qu'on utilise le mot bien-traitance qu'on est en régression sur notre conviction que le bien-être animal doit être un bien commun partagé entre tous les acteurs du monde de l'élevage et tous les détenteurs des animaux. En tant que vétérinaire, vous avez aussi, vous, cette place importante dans la question animale et être finalement une sorte de tiers de confiance aussi vis-à-vis et des producteurs et des consommateurs. Alors je crois que de par notre formation, nous sommes bien placés pour avoir une idée forte sur ce qu'est les enjeux et la réalité du bien-être des animaux dans les élevages. Et je milite aujourd'hui pour dire que les efforts qui sont faits par les éleveurs à travers les chartes qualité, on a récemment eu un exemple avec la marque Casino qui s'associe à 3 ONG protection animale pour développer une marque bien-être. Et je crois que quelque part, les consommateurs ont besoin de sincérité, ont besoin de savoir un petit peu sur les domaines de la santé, du bien-être, de la façon d'élever les animaux. Et le vétérinaire peut apparaître comme un scientifique, un passeur d'informations scientifiques vers les consommateurs qui doit permettre aux éleveurs de se réassurer par rapport aux démarches positives qu'ils font en matière de bien-être et de bien-traitance. Je crois que là, la notion de tiers de confiance d'un professionnel indépendant est intéressante et le vétérinaire est certainement un acteur à privilégier. Et pour conclure cette journée, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux co-organisateurs de ce colloque, Daniel Evin et Yves Fantou. Daniel, un mot sur cette journée. Quel sentiment avez-vous ? Je crois un enrichissement de la part de tous ceux qui ont participé et nous ont fait le plaisir de venir. Ils nous ont enrichis et je crois qu'on a du coup de la matière pour pouvoir continuer à travailler et puis à répondre à la question qui était 2030, humanité omnivore. Donc une belle journée. Yves Fantou, alors Daniel le disait, 2030, année omnivore. Alors, humanité omnivore, c'était pas une mince affaire que d'organiser une journée comme celle-ci où il y avait des pros, des antis. Quel a été, votre sentiment ?
Alors, on travaille déjà depuis 2 ans un petit peu sur toutes ces choses-là, et notamment avec tous les experts qui sont intervenus là aujourd'hui. On les lit, enfin on les a interviewés déjà à plusieurs reprises. Voilà, on est dans le droit fil de ce qu'on pensait faire, c'est-à-dire ouvrir la discussion, avoir une discussion un peu de haut vol. J'espère qu'on n'a fatigué personne d'ailleurs, mais je pense qu'enfin les personnes sont plutôt satisfaites finalement de la tenue des débats qui ont eu lieu cet après-midi. Et voilà, et on continue, et moi je suis convaincu et je me sens plus fort également dans mon métier que je l'étais avant cette action. C'est le début de quelque chose ? Oui, c'est le début de quelque chose. Enfin, bon, c'est déjà des organisations qui existent déjà, mais effectivement, là, c'est se rassembler autour de cette question et réfléchir ensemble sur toutes ces questions-là. Merci Yves, merci Daniel. Ainsi s'achève cette émission spéciale autour des omnivores. Comme le disait Yves, c'est le début de quelque chose. Quoi qu'il en soit, nous suivrons ça sur nos antennes TBO, TB Sud et TVR. À très bientôt.